Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier panel. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour cette initiative et de remercier toutes leurs équipes qui sont beaucoup mobilisées pour pouvoir obtenir des intervenants de cette qualité. Je m'appelle Abdelmalek Alaoui, je dirige le cabinet de conseil en stratégie Global Intelligence Partners et j'aurai le privilège et la lourde tâche d'animer ce premier panel avec des intervenants de tout premier ordre, comme vous le verrez. Alors, je ne céderai pas, si vous voulez, à la facilité du consultant, donc je ne vous ferai pas de présentation en PowerPoint. Je vais plutôt vous dresser un panorama des enjeux auxquels nous sommes confrontés pour la construction d'une croissance durable et mieux partagée. Et avant de présenter nos honorables invités, je partagerai avec vous quelques éléments de mise en situation sur lesquels je demanderai à nos experts de réagir. Les règles du jeu sont assez simples. Il y aura des interventions courtes et ensuite nous distribuerons la parole dans la salle et je demanderai à tous les gens qui prendront la parole de bien vouloir poser des questions et ne pas faire une contre-intervention. Le monde, tel que nous le connaissons en 2013, est face à la complexité. Il est passé au début des années 2000 au choc des civilisations, passé par la Terre est plate et est arrivé maintenant au concept de démondialisation, aux indignés et aux gens qui voudraient que l'on s'arrête un petit peu pour comprendre comment notre environnement est en train d'évoluer. Il apparaît que notre planète, plus que jamais, est en recherche de points de repère, d'ancrage qui lui permettrait de pouvoir évoluer vers la construction du sens collectif. Plusieurs forces motrices doivent être prises en compte pour cela. La place de plus en plus importante de la technologie et des entreprises fondées sur cette dernière, la question de la sécurité des investissements et des relais de croissance, les ambitions des nouveaux entrants et des puissances émergentes, la résistance d'une Europe en crise, le redécollage des États-Unis, ainsi que l'entrée de la Chine et de l'Inde dans une nouvelle phase de leur développement. La crise économique et financière qui a éclaté en 2008 a révélé la vulnérabilité d'une économie mondiale de plus en plus interconnectée, à des risques d'origine et d'échelle très diverses. Crise financière, soulèvement politique, catastrophes naturelles, industrielles ou encore terrorisme et malveillance. La multiplication des signes noirs, politiques, sociaux, environnementaux, technologiques ou réputationnels ont révélé la myopie de beaucoup d'analystes face aux glissements géopolitiques et géoéconomiques et la mise en place de nouvelles logiques de réseaux de complexité croissante entre acteurs étatiques et privés, nationaux et transnationaux, diaspora, ONG, réseaux professionnels et scientifiques. Quelques exemples illustrent ces changements. Le marché automobile chinois est passé devant celui des États-Unis. La banque chinoise ICBC possède autant de clients que toute la population des États-Unis, près de 282 millions. Le Brésil est devenu en 2011 le premier exportateur net de produits agricoles du monde, avec près de 80 milliards de dollars d'excédents agricoles et une croissance de 15% par an. À lui seul, le Brésil, aujourd'hui, est en capacité de pouvoir nourrir l'Afrique. Je pense que c'est un message fort que nous devons méditer. De manière plus générale, la mise en place de nouvelles logiques capitalistiques et de nouveaux partenariats industriels ont bouleversé le paysage industriel mondial. C'est ainsi que les pays du Sud réalisent désormais autant d'exportations de biens manufacturés, 45%, que les pays du Nord, contre un rapport de 1 à 4 il y a seulement 15 ans. On retrouve la même dynamique en termes de ressources humaines qualifiées, avec une production mondiale dominée par la Chine et l'Inde, au moins en volume. Entre 2000 et 2008, la Chine a ainsi produit 11 millions de nouveaux diplômés en sciences et technologies, contre seulement 500 000 aux États-Unis. Nous sommes donc, par excellence, face aux défis de la croissance durable. Et pour débattre de ce thème, nous allons avoir des panélistes de talent que je vais tenter d'introduire. Et je vais les introduire de la manière suivante, à savoir que j'introduirai chacun des intervenants, puis lui donnerai dans la foulée la parole afin qu'il puisse nous donner ses remarques introductives. Alors je démarrerai de manière extrêmement simple par ma gauche, en m'adressant à vous, William Lawrence. Vous êtes professeur à l'université Johns Hopkins et à Georgetown. Vous dirigez le programme Afrique du Nord du think tank International Crisis Group, qui a notamment publié de nombreux rapports à la fois sur notre région, sur le monde et plus récemment sur la situation au Sahel et au Maghreb. Vous avez occupé de fonctions importantes puisque vous avez notamment conseillé la Maison-Blanche, le département d'État après le discours du Caire,
Bill, let me ask you a question. Right now, President Obama is in the Middle East. How does this affect sustainable and global growth? There's been a lot of... I'll try to keep my remarks brief. After all, it's said most speakers need no introduction. What they need is a conclusion. So I will try to answer your question and get to my major points. But in answer to your question, let me start by saying the purpose of the president's trip, and there's been a lot of debate about it in the US media and the international media, was not to stimulate growth, although he did have a big part of his Jerusalem speech about innovation and that sort of thing. But it was bridge building and confidence building. I found it remarkable that he went to the Middle East with no peace plan in the pocket, which is the want of most US presidents when they go to the Middle East. But the speech he gave in Jerusalem was astounding because he got an Israeli audience to applaud a positive future for Palestinians. It's a rare event. And so once again, we saw the power of his rhetoric. Now we're going to see if there will be actions that follow from the words. So this is the discussion that's going on there. In terms of crisis groups' posture and position in what's going on in the region, let me just quickly say something about crisis group. We're in about 70 countries. We've had a fairly weak presence in North Africa. I established the North Africa office here a year and a half ago here in Morocco. And we've put out a whole series of reports, 4 on Libya, 3 on Tunisia, or vice versa, 4 on Tunisia, 3 on Libya. And we'll have reports coming out on the other countries. Our main goal is to work towards the prevention of deadly conflict. And to that end, we do political analysis and look at the types of issues we're discussing here in the conference. And a lot of our backers are from the corporate world because they're very interested in growth and in risk. A couple of quick quotes. One of the things that Crisis Group does is we often say the things others don't say publicly. One of the quotes I want to give you from Philip Dick is, reality is that which, when you stop believing in it, it doesn't go away. Another quote from Warren Buffett, the fact that people are full of greed, fear, or folly is predictable. The sequence is not predictable. That's for an Arab Spring. And from Richard Thaler, a good rule of thumb is assume that everything matters. And when it comes to risk, when it comes to sustainable growth, there's almost nothing that doesn't matter. I had the privilege to travel in this region just before the Arab Spring with President Obama's science envoy, Zerhouni. We went to 10 countries together, met with the head of state or head of government in all the countries, and everyone from the ministers of the relevant ministries to youth. And we came away with 8 areas we thought the U.S. should be engaged within the region that were critical towards the region's long-term stability and development. One was energy security, one was food security, one was water security, one was health, particularly chronic diseases and not the other type, environment and climate change, education and digital resources, and job creation and innovation. And let me say, before the trip, those last 2 were not part of the agenda. No one was talking about education as a key source of future stability in the region, and no one was talking about job creation and innovation as an area that would be a focus for U.S. cooperation. But after taking a look at what's going on in the region, it became abundantly clear that one of the greatest resources in the MENA region is the youth bulge. It's usually described as a threat in terms of the way it's discussed in the West and in the think tank world. But the solution to most of the problems related to growth and stability are directly related to what happens with youth, which gets me to another major point. It's abundantly clear that the traditional private sector and traditional public sector cannot create enough jobs and enough to do for young people in this part of the world for the foreseeable, for the short to medium term. What do I mean? If you look at the demographics of each of the North African countries,
with the median age in Tunisia being 30, and Algeria and Morocco being 27, and Libya and Egypt being 24, region south, it's in the 17 to 19 range. We're talking about 5, 10 to 20 years of young people with nothing to do. If you take the Tunisian twist on it and several of the other countries, we're talking about highly educated youth with university degrees with nothing to do. And you can't create enough public sector or private sector jobs to absorb that energy, tap that talent, and address the long list of issues I just listed. So my idea for the 3 minutes I have is we need to think out of the box in new ways about how to mobilize youth to solve problems. And the agendas shouldn't come from the West. The agendas should come from the region. And I even have an idea on how to do it. And it came from a visit I made to Nile University in Egypt. Nile University, knowing that 50% of its graduates aren't going to find jobs, keeps the campus open to the graduates and gives them all training in entrepreneurship, not just entrepreneurship from the economic sense, but social entrepreneurship and that sort of thing. And the faculty comes in evenings and weekends to work with the unemployed graduates on solving problems. Anyone who knows anything about innovation, creating jobs, businesses, knows that the most important thing for an innovation is solving a problem. If you solve a problem, you're going to have a market for your good if you do check all the other boxes, right? If you're not solving a problem, your thing isn't going to sell. It's the same thing in social entrepreneurship. It's the same thing in addressing health issues, environmental issues, you name it. So my idea is use the universities in a new way with the unemployed graduates to address the priorities of the country. I gave a speech in Tunisia in Hammamet last year at an Employabilité des Jeunes conference. And one of the things I said in the speech was, one of the ways you're going to have to do this is free up the universities from the Ministry of Education. And I got a round of applause from the front row where the university administrators were. And then I said, you need to free up the faculty from the administrators. And the back of the room started to applaud. And then I said, and you need to free up the best students from their professors. And the people around the very back started applauding, and I realized where everyone was sitting in the room. But it's in moments of rapid change. We're in a historical moment here, what historians like me by training call a world historical moment. It's in those moments of rapid change that you need to take the boldest moves. And one bold move is to completely rethink our educational system, free it up from the constraints it's been under for all these decades, and put young people to work solving problems, using ideas that they come up with, and allowing them to succeed and fail. Am I out of time? Another minute? 1 minute. Okay. Now, the Arab Spring, which has been my major focus for the last year and a half, has been understood in a lot of ways and misunderstood in a lot of ways, but let me just point out one frame I think is useful. We've been focused in the Arab Spring mostly on the people against regime dynamic, and we missed some of the other things. The key ones being the regimes against regimes element and the people against people element, and I can elaborate on that during the discussion, but there's been a complete reconfiguration of country-to-country relationships and relationships within countries that grew out of the, among the peoples of the countries that grew out of it. It's also been a bloody element. For those of you that haven't been keeping score the way I have, we've just passed 100,000 dead in the Arab Spring and millions displaced. And that's not even counting what's happening in Mali. So now 98% of the death toll has been in Syria and Libya of the 100,000 I just counted. But you had violence, significant violence, in all of the countries. I've spent 28 years working on the country, and if I learned one thing about stability, it's from the Imam in the film Bab el-Wed City, the Algerian film, who he says, Al-unf yunadi al-unf. Violence begets violence. And one of the worst aspects of the Arab Spring was the violence genie that got let out of the bottle and the ripple effects through the region, and we'll be talking about Mali. And one of the main things we're going to need to do for sustainable growth is put the lid on some of that violence and
and control better the humanitarian crises that have been caused by it. I know Morocco has stepped up with its support of ECOWAS and Mali along these lines. We need a lot more of that, because unless we get a grasp on the sources of instability and the sources of violence and address them, things will get worse before they get better. Thank you. Thank you very much, Bill. You invited us to think out of the box. J'aimerais immédiatement rebondir sur ce que vous avez dit et tenter de relier le monde des think tanks, le continent des penseurs, avec le continent des acteurs, puisque, Jloula Iyad, vous êtes probablement le plus marocain des Tunisiens de cette salle. Vous avez une longue carrière dans la banque et vous avez été appelé à participer à un gouvernement de combat dans votre pays, la Tunisie, pour prendre un portefeuille ô combien complexe lorsque le pays est en proie à de nombreuses difficultés. Vous avez été ministre des Finances, donc de la Tunisie. Comment gère-t-on la complexité? Comment est-on aux manettes des finances publiques dans un pays où, comme on le sait, la stratégie a besoin de temps, mais le peuple a des besoins urgents? Comment avez-vous essayé de résoudre ce paradoxe? Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question en 5 minutes. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que la révolution tunisienne a été provoquée par des problèmes économiques. Bien sûr, le peuple tunisien en avait marre d'une dictature qui a trop duré, mais quand on revient et quand on analyse la révolution tunisienne, il y a 2 grands problèmes qui l'expliquent. Le premier, c'est le chômage, comme l'a dit mon collègue. Nous avons aujourd'hui 800 000 chômeurs en Tunisie, on a à peu près 400 000 qui ont des diplômes, donc des diplômés chômeurs. Et le deuxième problème, c'est la disparité entre les développements des régions côtières par rapport aux régions de l'intérieur. À ces 2 problèmes, il y a une seule solution. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5 000. Une seule. Et cette solution, c'est l'investissement. Quand on sait qu'en Tunisie, il faut 25 000 dinars jusqu'à 40 000 dinars d'investissement pour créer un poste d'emploi stable, ben, vous faites le calcul, 20 000 dinars, c'est à peu près 100 000 dirhams. Donc pour créer un poste stable, mais on sait aussi qu'un poste stable, un poste direct, peut créer jusqu'à 2 emplois indirects. Donc la solution passe par l'investissement. Et l'investissement passe par la sécurité. Et on parle de sécurité aujourd'hui. Le plus grand problème de la Tunisie aujourd'hui, et c'est un problème qu'on aurait pu maîtriser assez rapidement, si ce n'est que la période de transition que connaît la Tunisie dure depuis très longtemps. Elle dure depuis... Peut-être que je dois laisser ce monsieur s'installer avant. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous installer? Très bien. Donc ce que je disais, c'est que quand on parle d'investissement, généralement, on se tourne vers l'État. C'est l'État qui est le plus gros investisseur, c'est l'État qui est le plus gros employeur. Et cela, c'est une question vraiment fondamentale. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que l'État a les moyens et a les ressources, surtout s'il doit utiliser seulement son budget pour résoudre le problème? La réponse est non. Beaucoup de gouvernements pensent qu'à travers des dépenses publiques, nous allons pouvoir régler tous les problèmes économiques, mais aussi faut-il les adresser, les problèmes économiques. Il faut adresser le problème de l'investissement en Tunisie. Je vais vous donner quelques exemples. Quand le tissu économique d'un pays est composé de 80% de PME-PMI, donc de petites et moyennes entreprises, et quand ces PME-PMI emploient à peu près 60% de la main-d'œuvre tunisienne, et quand on se rend compte qu'il n'y a pas un marché de fonds propres pour les PME-PMI, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut résoudre. Parce que si ces PME-PMI n'ont pas accès à un marché pour lever les capitaux nécessaires, ils ne vont pas pouvoir se développer. Et en Tunisie, comme un peu au Maroc, on a toujours posé le problème comme étant la difficulté d'accès au crédit bancaire, qui est un faux problème. Le vrai problème, c'est un problème de fonds propres, equity. Et il n'y a pas de equity market. Donc, comment créer un marché de capitaux pour que les PME puissent se développer et donc recruter plus de gens? Quand on pense que c'est toujours l'État qui doit trouver des solutions à travers des projets d'investissement, donc à travers ce que j'ai appelé les dépenses publiques, on se rend compte très très rapidement que l'État n'a pas les ressources, comme je le disais tout à l'heure, et par conséquent, il faudrait absolument faire la promotion de l'investissement marchand, c'est-à-dire l'investissement privé.
Et la question revient, qu'est-ce que l'État doit faire pour encourager et pour promouvoir l'investissement privé? Ça, c'est un vrai débat. C'est ça le débat. Et malheureusement, en Tunisie aujourd'hui, ce débat n'existe pas. Quand vous regardez la télévision tunisienne, je ne vous encourage pas d'ailleurs, vous allez voir que les débats sont des débats politiques qui ne finissent jamais. Donc, nous avons des problèmes économiques pour lesquels il faut des solutions économiques, et on ne passe même pas 2 ou 3% du temps de nos gouvernants aujourd'hui et des forces politiques, ils ne parlent que de problèmes politiques. Les problèmes politiques, certes, c'est important, c'est le propre de toute démocratie, surtout d'une démocratie naissante, mais jusqu'à maintenant, à mon sens, on n'a pas réellement posé les problèmes urgents. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut faire quelque chose. Ce quelque chose qu'on peut faire, c'est donner espoir. C'est, on dit en anglais, managing expectations, c'est-à-dire qu'on est capable de donner des signaux tangibles, surtout dans les régions de l'intérieur, pour dire on va s'occuper de vous. Quand on dit à quelqu'un du KEF ou de Speit en Tunisie, nous allons construire une route ou bien une autoroute entre Tunis, la capitale, et votre ville, il va dire, oh, ça fait 30 ans que j'entends cette histoire, mais quand vous commencez à effectivement construire la route ou bien l'autoroute, ça, c'est lui donner espoir. Quand vous créez des centres de vie, des petites choses, des supermarchés, ou des centres commerciaux, quand vous mettez de l'ordre dans les écoles, les maisons de jeunes, etc., ça, c'est donner espoir et stabiliser la situation pour que le gouvernement puisse commencer à faire le travail sérieux. Or, le problème qui se pose aujourd'hui en Tunisie et qui se pose pour n'importe quel pays qui connaît une transition démocratique, mais une transition politique, c'est que le gouvernement ne peut pas être fort lors d'une période de transition. Il ne peut pas être fort parce que, justement, il travaille sur le court terme. Quelle est la priorité, la première aujourd'hui, si on posait la question au gouvernement tunisien, celui qui vient de démissionner ou bien le nouveau qui vient d'être mis en place? Eh ben, c'est les élections. Et surtout quand on a un gouvernement politique durant une phase de transition, ce gouvernement politique ne peut pas avoir la force coercitive pour imposer la sécurité qui est nécessaire pour le pays. Et tant qu'il n'y a pas de sécurité, l'investissement, soit national, soit étranger, n'existe pas, ou n'existerait pas. Et par conséquent, on reste dans la quadrature du cercle. Donc ce que j'espère pour mon pays, c'est qu'on passe très rapidement cette phase de transition démocratique pour entrer dans une deuxième phase, qui est la phase de consolidation démocratique. Et la phase de consolidation démocratique ne peut réussir que lorsqu'on arrive à ce cercle vertueux de la prospérité ou d'une prospérité à venir, et c'est-à-dire de la prospérité qui consolide la démocratie. Donc la démocratie qui consolide ou qui crée les conditions d'une prospérité à venir, et la prospérité, c'est une condition sine qua non pour consolider la démocratie, parce que sans prospérité, on dit en français, un ventre creux n'a pas d'oreille. Quand les gens n'arrivent pas, le peuple n'arrive pas à joindre les deux bouts en fin du mois, ils ne vont pas s'intéresser à la politique, ils ne vont pas jouer le rôle qui leur incombe, c'est-à-dire le rôle civique qui leur incombe. Donc c'est vraiment ça le drame d'une situation de transition qui dure et qui dure trop. Et les problèmes qu'il faut poser sont surtout des problèmes économiques. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu pour la Tunisie. Et c'est pour ça qu'il y a une perception de défaillance qui s'accumule. Je vais m'arrêter là, mais s'il y a des thèmes qu'il faut développer, je le ferai volontiers. Merci, Monsieur le Ministre. Vous nous tendez, et je vois à quel point notre audience est sensible aux propos que vous avez bien voulu partager avec nous, et vous nous tendez une perche vers une transition idéale, puisque vous avez évoqué le triptyque des États faibles, du manque d'allocation de bande passante des dirigeants vers les vrais problèmes et beaucoup plus vers la politique, et cette question d'accès au financement dans la zone maghrébine, ce qui va me permettre de changer un petit peu l'ordre et de m'adresser à votre voisin de droite, qui est M. Abdelmajid Al-Mansouri. You're coming today from Libya. You're the chairman of the Libyan Economic Development Consultancy Corporation. You've been telling me that it's been almost 10 years that you haven't come to Morocco.
Last time you were here, it was for the Sensad reunion, I think in 2002, which was chaired by then Prime Minister Abdurrahman Yousfi and Minister of Finance Fathallah Walalou. And are you sensitive to what has just been said about the access to capital, the access to equity, and in the prolongation of this question, do you think that more regional integration is the key in order to get access to this capital, to boost investment and to have sustainable growth? Thank you very much, Mr. President. I am happy to be in Morocco. I thank the organizers, and I extend my thanks again to His Majesty the King, who gave me the auspices of chairing the first and the last economic summit of Sensad, African gathering of 27 countries. At that time, it was 2002. And what I noticed from there till today, there is a viable, or we can say positive change in Morocco, gives a good hope for our new generation in Morocco. Concerning what's happening in Libya first, I need to give something about that. We thank His Majesty the King, the Moroccan government, the Moroccan population for helping the Libyans in their revolution. Things moving slowly there for stability, but there is, maybe you can ask three questions. One, we can say where we have been, where we are now, and where we should go. For where we have been, we spent 42 years of actually making nothing in Libya except destruction. Where we are now, we are heading hopefully into stability, which I insist on. It has to be through transitional justice and reconciliation. And where we should go, I cannot say where we go or where we should go. That can be part of your question, where we should go. I believe so much. We as the Libyan Economic Development Consultancy Corporation, which is really one of the leading in, I can say in Africa, but it is the leading in Libya. The abbreviation of our corporation is ABC. In ABC, we don't think inside Libya. We think that, first of all, like you all know, the solution for all problems in the world, but mainly in the Maghreb countries, the solution is economy. Economy is solving all problems. Fundamentalism, I don't know, poverty, etc., etc. So, first of all, I hope in Libya they pay attention to the medium and small enterprises there in Libya. The same, I think, for Morocco, for Tunisia, Algeria. But in ABC, we made an initiative that named incorporation of the economic interest among African and European entrepreneurs. And when I say African, Arab countries are included, and when I say Europeans, United States, Canada, and Turkey are included. We have to work together, the two continents, to incorporate our economies and to depend on private sector, consultancies, I mean whatsoever, because usually all agreements happened in the last tens and tens of years did not come into fruitful result because always undergoes the political temperament of heads of states, etc., and parties, etc., etc. I am so optimistic, but let us make it shorter. Instead of talking about Africa and Europe in general, let us talk about Arab Maghreb. I feel we should work hard for incorporation of the economies of the Arab Maghreb countries, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, and Mauritania. We have integration of wealth, we have integration of experience, and we should work together. And again, we should concentrate on private sector. And governments, we leave governments to support private sector. Private sector, which consists at the beginning on consultancy houses or consultancy corporations. So in this case, and urgently, we should propose to our governments, ABC, we will do this actually,
to start by establishing an investment bank owned by Libya, Tunis, Algeria, Morocco, and Mauritania. This investment bank should mainly concentrate not on big projects, not on government projects, not supporting the government trend, supporting the young population, the young generation, the medium and small enterprises, give them loans to use or to share the investment in the Mediterranean Sea. I'm sorry I go direct to these points because we should talk about something gives hope to people, helps people, mainly. That's what people, they like us to see. And we should also, not saying these nice words here and leave. No, we should also follow up. I mean, this meeting, and here I thank again, Mr. Ibrahim Al-Fasi for organizing this gathering. We should do something. This gathering should come out of something that knocks doors on heads of states in these countries. This is the initiative, the point of our initiative, ABC initiative. Number one is the investment banking. Number two is to initiate a 5-year plan of incorporating the economic, the economy of these 5 countries. For example, when we say 5-year plan, that means we need some time for countries like Tunisia and Libya to pass the difficult situation they are in now, and then to work on helping movement of trade, movement, at least at the beginning, movement of businessmen among those countries, integration of investment in all sectors. When we talk about this, we will not, or we are not going to do that alone. We need the help, or we seek the help of Europe. And when I say Europe, America, Canada, and Turkey are included, to us. They're always asking us to stop immigration to Europe. They always ask us, etc., etc. We should forget about the past, where I myself in ABC, we really don't like the behavior of so many big groups of companies of Europe who work on the way of hit and run in Africa and in the Arab Maghreb. They should think of stable investment projects, long-term and short-term business cooperation. Like that, we cooperate together, because Europe and Africa, if we don't do like this, we have a very, very vague future among other gatherings, economical gatherings from other the worlds. We are not against any other gathering in the world. We want to live all on this world as partners. We want to share what's remaining of wealth, because the use of wealth in the past was not good. But let us think of ourselves in the Arab Maghreb. We said investment bank, we said a plan for 5 years to integrate the economy. And the most important, to do those 2 points, we need to establish a data bank for these 5 countries. I don't know what's happening in Morocco or Tunisia. The Tunisians, Moroccans, Algerians, Mauritanians don't know what's happening in Libya. All information, economical information, and what's related to it. This data bank will help us to plan. I think we should think of our new generations, and we should move. Minister said, people like to see any start. So without cooperation, we are all in danger. The Moroccan, the Arab Maghreb countries, Africa, and Europe in general. I'm very sorry, I don't know if I have more time or not. You have 1 minute. Thank you. You are very generous. Thank you very much. So really, I call on Europe in general and the African people to work together. ABC made another initiative. I made presentations in front of the economic committees in many congresses in the United States, in China, and Korea, and in UK, and the European Parliament. And we were promoting for Libya to be a very important economic center, serving 100 countries around. 53 African countries, 27 Europeans, 20 countries among the east of Mediterranean Sea, Middle East, and Scandinavia. This is one of the projects we are calling. We are not going to work that. We Libyans are 6 million, 1,770,000 kilometers. Our land is 170 times like Lebanon. We need all our brothers in the Arab Maghreb to work with us. We are working with them. I think we have a good future, and even the governments, the solution for all governments existing and the coming in the future is to solve
the economic problems and to work together, the 5 governments. I'm very sorry. Thank you very much for making it long. Thank you very much. Je voudrais remercier Abdelmjid Al-Mansouri pour son intervention et son plaidoyer en faveur de l'intégration maghrébine, avec un triple message et une transition rêvée encore une fois. Ce triple message que l'investissement en direction du Sud doit être un investissement enraciné et durable. On ne peut pas venir pour essayer de faire un coup et repartir. Vous avez lancé cette idée d'une banque d'investissement transmaghrébine qui doit être examinée, je pense, au niveau politique, et cette idée du big data maghrébin qui est bien entendu un projet d'avenir. Je lis derrière votre intervention le souhait que nous fassions une conférence des arrière-pensées du Maghreb. Je pense que c'est là la conférence la plus urgente que nous devons organiser pour peut-être lever un certain nombre de malentendus. La transition rêvée que vous nous avez donnée me permet de m'adresser à l'amiral Dufour. Cette transition, M. Al-Mansouri a dit, le fondamentalisme est soluble dans l'économie. Il s'agit là d'une question très importante de savoir est-ce qu'effectivement le fondamentalisme ou tous les extrémismes peuvent-ils être résolus par l'économie? Alors vous êtes particulièrement bien placé pour nous en parler. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Vous avez été un militaire de carrière. Vous avez été sous l'eau, puisque vous avez dirigé un sous-marin. Vous avez été sur l'eau et vous avez été sur terre également. À ce titre, nous aimerions que vous puissiez d'abord répondre à cette question. Le fondamentalisme est-il soluble dans l'économie? Oussama Ben Laden était plutôt riche. Il y a aujourd'hui de nombreux soupçons de financement venant à la fois d'acteurs étatiques et non étatiques qui ont un certain nombre de moyens. Amiral, le fondamentalisme est-il soluble dans l'économie? Et je vous laisserai ensuite nous donner votre éclairage sur ces questions de croissance partagée et durable. Merci. Je crois que vous avez ouvert cette session en disant que la complexité était la marque de notre période et que cette complexité ne pouvait pas être examinée parce que nous devions continuer. On ne peut pas s'arrêter pour savoir. Alors, à la question que vous posez, j'aimerais répondre simplement en observant que ce qu'on a entendu à Tunis, au Caire ou ailleurs ces derniers temps, c'est une revendication de prospérité, cela a été dit, une revendication de dignité, une revendication de liberté. Et je crois que le fondamentalisme apporte quelque part un élément de réponse à cela. C'est pour cela qu'il a pu se développer si rapidement. C'est peut-être parce que tout simplement il apportait, au niveau de la dignité en particulier, des éléments d'identité qui avaient manqué jusque-là. Donc si, je dirais, la prospérité et la liberté existent, il n'y aura plus de véritable problème de dignité. Et donc je pense qu'il sera plus facile d'aller beaucoup plus loin dans l'intégration et dans le développement. Voilà donc ma réponse brève, mais je crois qu'elle porte des éléments sur lesquels nous pourrions discuter plus loin. Ce que je voudrais dire pour revenir à cette question de la complexité que vous évoquiez en démarrant, c'est que, au fond, nous sommes dans un véritable mouvement de l'histoire et que nous avons peut-être du mal à en prendre conscience parce que nous sommes encore dans l'espace qui s'est terminé il y a 20 ans, l'espace de la guerre froide, dans lequel tout semblait figé. En réalité, le monde bouge beaucoup, le monde est dans une phase de croissance, et dans cette phase de croissance, il aborde des défis qu'il n'avait jamais connus jusqu'à maintenant. Et ces défis, nous les connaissons, c'est le défi de la révolution démographique. Depuis que je suis né, la population de la planète a triplé, et elle va continuer à bouger encore. C'est quelque chose de considérable. Aucun homme n'a jamais pu dire ça dans sa propre vie. La population de la planète a triplé depuis que je suis né. Et cette question de la révolution démographique se traduit immédiatement par la question de l'exigence écologique qui est que allons-nous avoir suffisamment tous pour pouvoir survivre? Est-ce que les ressources de la planète sont suffisantes? Et la troisième question qui est au fond le grand défi qui nous est lancé, qui est le résultat de ces deux premiers, c'est au fond, eh bien, les marchés vont-ils être suffisants pour porter tout cela au moment même où les marchés sont en train d'exploser et sont tellement, je dirais, financiarisés qu'ils sont devenus déshumanisés, que chaque homme est devenu d'abord un client et un consommateur et non plus quelqu'un qui a cette revendication de dignité, de prospérité, de liberté. Et je pense que cette question-là, elle s'adresse plus particulièrement à l'Afrique et que les pays africains ont à aborder ces trois grands défis du XXIe siècle et ils l'abordent avec des difficultés très particulières. Et ces difficultés sont, je crois, le fait d'avoir des États qui ne sont pas consolidés, des États qui sont en difficulté, mais également d'avoir des problèmes résiduels assez importants de tensions internes entre les différents peuples de ce continent d'Afrique, et puis d'avoir des ressources qui sont d'une telle ampleur, mais qui nécessiteraient une infrastructure
collective, une infrastructure politique, économique et sociale qui permette d'en tirer parti et qu'elle ne soit pas, je dirais, gaspillée. Et donc, au fond, les États africains, le continent africain aborde ces 3 défis du XXIe siècle avec l'idée qu'il va peut-être avoir une population qui va doubler d'ici 2050-2060, sans l'infrastructure qui lui permettrait d'en tirer bénéfice. Et je crois que c'est ça qui crée la réalité de la complexité aujourd'hui. C'est ça qui crée aussi la difficulté de trouver des solutions militaires. Car ce n'est pas entre les États qu'il y a des problèmes, c'est à l'intérieur des États. À l'intérieur des États qu'il faut chercher des solutions à cette question très fondamentale que je vous adresse, que nous adressons tous, qui est la question de la sécurité durable. Peut-on organiser une sécurité durable aujourd'hui? Et nous savons que pour cela, il faut aller en profondeur dans 3 secteurs qui ne sont pas assez explorés. Le secteur que nous connaissons de mieux en mieux, qui est celui de la sécurité humaine. Comment satisfaire les besoins des hommes de la planète aujourd'hui, leurs besoins vitaux, ceux pour lesquels ils se mettent en marche, ceux pour lesquels ils se lèvent, quand ils n'ont pas la satisfaction de ces besoins, les besoins matériels et immatériels, l'espoir, la perspective, mais également la santé, le logement, tout ce qui fait que les hommes se mettent en révolte. Et puis il y a autre chose aussi qui forme cette sécurité durable, sur laquelle nous devrions être beaucoup plus attentifs, et en Afrique c'est peut-être plus visible encore qu'ailleurs, c'est la question de la sécurité culturelle, comment se mettre en accord pour vivre dans nos différences, pour vivre tous ensemble sur les mêmes sujets, dans les mêmes espaces, en acceptant les différences et en tirant de ces différences des complémentarités, et des complémentarités qui sont aussi les sources de la prospérité. Et puis enfin, ce qu'il manque, eh bien, ce sont des régulations véritablement importantes à la base, là où sont les racines de la violence et de la complexité, et ces régulations-là n'existent pas. Et tout ça, ça se traduit par eh bien, ce phénomène que nous avons perçu au Mali récemment, ce phénomène d'un pays qui a un État faible, qui a un État qui n'a pas peut-être garanti la sécurité suffisante, la sécurité humaine suffisante à tous ces peuples, toutes ces populations qu'il compose. Un État dans lequel il y a encore, dans la jeunesse de cet État, des problèmes interculturels qui n'ont pas été complètement résolus, et puis des manques de régulation, de justice. La justice, vous savez, et finalement l'équité, la justice, tout ceci, c'est universel. On a besoin de sentir un élément de justice. Alors voilà, moi, le diagnostic que je porte aujourd'hui sur ces questions de sécurité, de complexité. Je crois que malheureusement, vous l'avez compris, je suis militaire. Nous, les militaires, nous n'avons pas les réponses à ces questions. Ces questions ne sont pas d'ordre militaire. Merci en tout cas de nous avoir fait prendre l'hélicoptère, nous avoir permis de regarder un certain nombre de problèmes de très très haut. Nous allons essayer de redescendre un petit peu maintenant. Grâce à vous, Bali Mossadegh, vous êtes président de la chaîne hôtelière Azalai Hotels Group. Vous êtes présent dans des régions du monde où il est possible d'acheter une Kalachnikov pour 75 $ et où il est possible de louer une Kalachnikov pour 10 $ la demi-journée. Vos hôtels sont en Guinée-Bissau. Vous êtes également présent au Mali et en Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous partagiez avec notre audience comment vous fabriquez votre décision d'investissement, comment vous décidez de pouvoir installer des capitaux et des hommes dans des régions que beaucoup de créditrices à la liste ne cautionneraient pas, et enfin que vous puissiez nous parler de comment tout ceci s'articule dans la stratégie globale de votre entreprise, car c'est une entreprise qui a vocation à gagner de l'argent. Merci. Tout d'abord, mes remerciements à l'Institut Amadeus et à son président pour cette opportunité. Je vous rassure, nous gagnons de l'argent, nous pouvons gagner de l'argent, et en Afrique, des business plans qui s'exécutent bien, c'est bien possible. Alors, il est vrai que les régions, les pays dans lesquels nous investissons sont souvent des pays pas très stables, avec des États qui n'ont pas encore atteint cette dimension dont parlait l'amiral, qui puissent garantir la sécurité et la justice pour toute sa population. Mais nous pensons que ces risques-là sont plutôt des opportunités. Il est constant aujourd'hui que le continent où les retours sur investissement sont les plus élevés, c'est en Afrique. Mais il faut se placer dans une perspective d'investisseur à long terme. Comme le disait mon frère ami de la Libye, le continent africain n'est pas un continent où on vient, on fait des coups et on s'en va. Donc quand on a le courage d'investir à long terme, en général, ce sont des investissements
qui sont profitables et surtout qui créent de la richesse. Alors, on parle aujourd'hui de richesse. La richesse, il faut d'abord la créer. Et il est vrai que sans stabilité, sans État fort, sans justice, c'est difficile pour des entrepreneurs comme moi d'investir, de créer de la richesse. Mais ce que je constate, parce que ça fait quand même un certain moment que j'entreprends en Afrique de l'Ouest notamment, je constate que malgré tout, les conditions d'investissement s'améliorent, la sécurité s'améliore. Quand j'ai fini mes études et que je suis rentré au Mali, quand vous importez quelque chose, pour le vendre, il vous fallait la signature, le cachet d'un fonctionnaire de l'État malien qui était à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. C'est fini tout ça. Nos économies ont été libéralisées grâce à des plans d'ajustement structurel qui ont été menés avec le concours du FMI, de la Banque mondiale. Dans la plupart de ces pays-là aujourd'hui, entreprendre est totalement libre. Vous n'avez plus besoin de cette batterie d'autorisation pour même vendre un sac de riz. Et aujourd'hui aussi, il y a une classe moyenne qui se développe dans tous ces pays-là. Je crois que certainement plusieurs d'entre vous, vous avez lu les derniers rapports de McKinsey sur la classe moyenne africaine. Et quand je lis que le Nigeria, dans une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, sera aussi riche que le Japon, c'est quand même des perspectives qui sont encourageantes. En même temps, ces processus de stabilisation de nos pays nous donnent des périodes aujourd'hui, comme nous le vivons en Guinée-Bissau ou au Mali, où nous avons plutôt des crises de gouvernance. Les économies sont là, les économies se développent, mais nous avons des crises de gouvernance. Nous avons un hôtel en Guinée-Bissau. Tout le monde sait que la Guinée-Bissau, malheureusement, est un narco-État. C'est un pays de transit. Ça n'empêche que nous, notre hôtel fonctionne et que nous avons un retour sur investissement qui est assez intéressant. Nous avons beaucoup souffert de la crise au Mali en 2012. Nous avons été obligés de fermer 2 unités sur 3. Aujourd'hui, nous reprenons espoir puisque la crise sécuritaire est en train de se régler et les bailleurs de fonds sont en train de revenir. Du coup, nous avons réouvert 2 unités, les 2 unités que nous avons fermées. Donc, moi, je dirais, de mon point de vue d'entrepreneur, ce dont ces pays ont besoin, c'est de régler le problème de l'État. C'est ça qui fait que nos économies souffrent. C'est ça qui fait que nous, les entrepreneurs, parfois, nous pouvons être freinés dans nos ambitions. Or, comme on le dit, pour régler ce problème d'intégrisme, ce problème de violence, il faut donner de l'occupation aux jeunes. Il faut créer des emplois. C'est le secteur privé qui crée les emplois. Le secteur privé ne peut créer des emplois que lorsqu'il y a un État fort qui régule l'économie, qui n'intervient pas dans l'économie et qui régule l'économie, qui fixe des règles et qui respecte lui-même ces règles-là. Et ensuite, un État impartial, une justice impartiale. C'est ça que nous demandons en tant qu'entrepreneurs. Alors, la crise, certes, elle va prendre du temps dans tous ces pays. Nous avons vu la Côte d'Ivoire, ça a duré 10 ans. La Libye, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut dire aussi que pendant 40 ans de Kadhafi, il n'y avait pas un État en Libye. Le Mali, ça prendra un certain temps aussi, parce que le Mali, c'est quand même 1 200 000 km². Et avant que l'État malien ait les moyens de sécuriser ses frontières, beaucoup d'eau va couler sous le pont de Bamako, le fleuve Djoliba. Il faut aussi... On a une communauté de destin. Aujourd'hui, avec Facebook, Internet, la télé, tout ça, on peut pas dire le Mali règle ses problèmes, nous on s'en occupe pas. Les problèmes du Mali sont les problèmes de la France, de la Tunisie, du Maroc, et ainsi de suite. Je pense que cette communauté de destin aussi doit faire en sorte que les problèmes d'un pays doivent être traités de façon globale. Parce que si le 11 janvier, les terroristes étaient arrivés à Bamako, et après, ils seraient allés à Dakar, à Niamey, et ainsi de suite. Donc, la communauté internationale doit aussi regarder ces problèmes-là en se disant, c'est la globalisation. Il n'y a pas que l'économie
qui s'est globalisé. Les risques terroristes se sont globalisés. Les risques systémiques se sont globalisés. Donc, si on veut créer de la richesse, il faut que ces États-là retrouvent leur vocation initiale. Il faut que ces États-là soient forts pour que les entrepreneurs que nous sommes, nous créons de la richesse et que nous partageons cette richesse avec les jeunes générations qui sont les premières victimes de ces crises-là. Aujourd'hui, quand vous allez dans les camps de réfugiés en Mauritanie, en Algérie et tout ça, que vous voyez les Maliens, 80% de ces réfugiés, ce sont des jeunes et ce sont des enfants qui ne vont pas à l'école. Et dans ces camps-là, vous avez peut-être les futurs terroristes parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Voilà. Merci. Je pense que comme une bonne partie de la salle, nous sommes particulièrement sensibles à la flamme que vous portez, que vous représentez, avec cette dose de patriotisme économique régional que vous représentez en investissant dans des zones qui sont souvent difficiles. Et je vais désormais passer la parole à Henry Smith. Vous êtes analyste North Africa à Control Risque, une entreprise de conseil qui aide ses clients à appréhender et gérer des risques politiques, physiques et économiques dans des zones complexes, en proie à des changements rapides. I would like you, Henry, to give us an overview of the methods you use in order to apprehend qualitative risks in those areas that are changing rapidly, and what kind of value added you give to your clients in order to help them grasp this complexity and the risk that they're incurring when they're putting money out there. Thank you, and thank you for the Amadeus Institute for the invitation today and for arranging this conference. It's a very good question as to what goes into essentially assessing the outlook for stability in different countries, and I think what this panel has done already really is identify that it's a huge variety of issues that have to be considered and factored in. And one of the difficulties that you have, whether you're an analyst working for policy, whether you're working in government, or whether you're working at a corporate level, is really trying to factor in when certain structural issues that cause instability, be it vulnerability to external economic shocks, be it the relationship within societies, the relationship between the state and the society, actually becomes exposed because of the decisions to external actors. And what I mean by that is that you can always identify key pressure points in all sorts of countries, and they can be linked to unemployment, they can be linked to global economic vulnerabilities, and we saw those issues at play in North Africa over the past few years. But what is always very difficult for anyone to be able to actually pinpoint is when decision-making by certain interest groups and actors will occur and why it will occur in the way it does, and what that means for stability. And just to pick up on one of William Lawrence's points about violence begets violence, how do you factor in how and when the security forces in Libya or in Egypt or in Tunisia would choose to act in the way they did against protesters? How could you factor in that the military or an element of a military in Mali would choose to conduct a coup at the moment it would? So you can always look at the structural sources of instability, but the difficult bit for anyone is being able to pinpoint when key actors and the agency they have factors into instability, and when decision-making moments arise, who will do what. Because if we look back at North Africa over the past couple of years, if decision-making had worked differently at different junctures, we could be looking at very different political situations at this point in time. So in some respects, I've almost undermined what my job is to essentially monitor when political instability could spike or whether we're looking at more stable situations. But what I would like to say, and this has been alluded to by some of the panel already, is that as a company, there is a lot you can do to factor in that there are things that you won't be able to see coming. And that is how you build your business plans, that is how you build your strategic plans at a country-specific level. Our Libyan friend raised the idea of not being a hit-and-run investor.
one of the key things that we've observed in North African countries that have undergone significant transitions is that those companies that have had the better experience post-uprising are those that actually spent a lot of time before the conflict investing in relationships with their workforces, investing in relationships with their local community stakeholders, and really understanding the politics at a very local level and the society at a very local level of where they operated. Those that essentially try to invest by piggybacking on a political relationship with a certain individual are those that have really got burnt, because they're the ones that are perceived by a general population as having some sort of cronyistic, corrupt relationship. So really, I think it gives you two things that all companies can try and do better in North Africa, and that is, one, to understand who it is they're investing with before they make the decision to do it, and two, understand who they're investing amongst. Who is it that they're employing? Whose land will they be operating on? And whose resources will they be using when they're actually making their investment? And just as a final word about how companies that we talk to are seeing North Africa, we're a company that has 35 offices. We talk to multinational companies out of China, Korea, Japan, as much as we talk to those in the US and Europe. So companies that have very different senses of what risks are and what their appetite to take on risk is. And we get consistent messages despite that. And the issues they're really looking at when you look at North Africa are the potential for reform of labor codes and investment codes, which are on the agenda in Morocco, across to Egypt. I haven't heard much news of it in Mauritania. But really, what new political forces in these countries will do to reshape the legislative environment that foreign companies face. So that's one key point. The second key point is security, which I think is a very interesting issue, because if you sit and make decisions in Tokyo or Houston or Beijing, and you look at countries in North Africa and you basically take your information from open source reporting, it's quite easy to think that countries like Libya are at war, or that Tunisia is suddenly littered with Islamist militants running around all over the place. And in reality, the security risks that investors face in these countries are very much manageable. Yes, you do need to put policies in place, but where are you getting your information from to assess that risk? If you're just reading Reuters, AFP, AP, then maybe you need to look a little bit deeper. So really, legislative reform, security code reform, but also thirdly, I think an interesting point is really what these new constitutions look like in these countries, what they do to the relative distribution of power within these states. And also an interesting question is what role Islamist political parties have within those structures, and whether those parties are actually able to develop coherent economic agendas. Clearly, the economy has been a key element of everything that's been discussed before me, and what we haven't seen from these new political parties that have established post-Arab Spring are clear, well-defined economic agendas. Thank you very much, Henry Smith, and thank you for also introducing the local agenda, or as would the late Jacques Chirac said, la Corrèze avant le Zambèze, or in Morocco, Taza avant Gaza.